Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui c'est une spéciale Afrique. Donc on va se rendre en Afrique du Sud, peut-être on va se rendre au Zimbabwe, ça c'est sûr. Comment ça va Sophie? Bah écoute, ça va plutôt bien, Et toi de ton côté? Bah moi ça va, mis à part avoir testé les capacités de mon crâne qui ne sont pas celles d'un pic et pêche, tout va bien. Tu sais que même les piques et pêches, si ça se trouve, ils ont mal au crâne, hein. C'est vrai. Mais lui peut taper plusieurs fois, plusieurs même dizaines de milliers de fois par jour sur un tronc. Moi, je ne suis pas capable de me cogner, ne serait-ce qu'une seule fois contre une fenêtre. Donc, finalement, Aïe, qui est le moins doué aïe. des deux? Mais ça va très bien, sinon. Ça va très bien. Bon, Alors Sophie, du coup, on part en Afrique aujourd'hui, ouais. avec deux sujets. Donc, premier sujet, Zimbabwe. Mais toi, tu vas nous emmener où? Bon, un petit peu dans toute l'Afrique, parce que c'est une histoire qui concerne toute l'Afrique, et ça concerne les perroquets africains, pour être plus précis. On va parler de trafic d'espèces protégées. Ok, et bah ça ce sera je pense dans la première partie de l'émission et moi je conclurai par cet oiseau un petit peu spécial qui a été Mhm. ramené au Zimbabwe. Hmm. On va en reparler donc dans la deuxième partie. Mais avant ça, notre fameuse rétro piou Sophie, je vais la commencer avec Mhm. une étude qui a été portée par une Française, Mylène Dutour, qui a réalisé avec son équipe une étude sur la mésange charbonnière. C'est à lire dans Behavioral Ecology. Et c'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle s'intéresse à la fois à la communication des oiseaux, mais aussi à la communication des oiseaux dans un contexte particulier, celui de la canicule. Parce que quand Ah. il fait chaud, nous on a tendance à s'embrouiller plus facilement dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit. Et Mhm. Mylène Dutour et son équipe se sont posé la question de savoir si c'était la même chose pour les mésanges. Eh bien c'est la même chose pour les mésanges. En dessous de 30 degrés, les mésanges comprenaient d'où venaient les différentes émissions de signal, donc de différents cris qui leur avaient été diffusés. Au-dessus de 30 degrés, les oiseaux ne parvenaient plus à comprendre la différence des émetteurs et leur nombre. Et c'est une étude d'autant plus intéressante puisque, comme on est en contexte de réchauffement climatique, c'est un paramètre de plus à prendre en considération pour le bien-être des espèces et notamment des espèces en voie de disparition. Bah, c'est super intéressant ça, du coup. On Hmm, a encore une fois des atomes crochus avec nos chers amis à plumes. Ça, c'est top. exactement. Voilà. Bon, ben moi de mon côté, juste un petit article sur le blog Thousand Birds. Bon, en anglais, mais toujours très intéressant. Un petit article sur les personnalités des oiseaux. Alors, sais-tu, Ok. Florian, que les oiseaux ont des personnalités? Chacun est Oui. différent. On avait parlé, justement, on parlait de mésanges charbonnières. On Mhm. avait parlé de ces mésanges qui, pour certaines, étaient très aventureuses et d'autres très Mhm. timides. Exactement. Et donc là, c'est de plus en plus de nos jours le sujet d'étude, justement parce qu'on s'intéresse non seulement à l'espèce, mais aussi à l'individu, et donc aux réactions des individus. Aux différences, alors on parle pas forcément de caractères différents, on va parler de comportements différents, plutôt, parce que bon, caractère c'est plus un truc humain, on va dire. Mhm. Mais du coup, il y a aussi des livres qui ont été publiés sur le sujet. Il y a récemment un livre qui est ressorti, que je vais essayer de me procurer d'ailleurs, qui s'appelle Birds as Individuals, qui a une nouvelle édition qui est sortie. La première édition était sortie en 1952, pour être tout à fait What? exact. Et oui. Et elle est ressortie récemment avec plus de contenu et surtout d'autres personnes qui ont rajouté des petits commentaires ici et là. Et ça promet d'être très intéressant. Donc je vais Ça veut, regarder ça. ça veut dire que depuis 1950, en tout cas le début des années 50, on connaît Mhm. comment dire, on se pose la question de la personnalité des oiseaux. C'est Exactement. incroyable ça. Exactement. Waouh. Donc, mais évidemment, ça c'était des précurseurs dans ce Oui, genre d'études. Et de nos jours, on en a de plus en plus qui se posent cette question. C'est un peu plus à la mode, on va dire. c'était l'époque. Ah bah tiens, parlant de mode, Sophie, on parle encore d'une étude sur le coucou. Encore Oh, une, un de plus. décidément.
Donc c'est dans Animal Behavior, c'est Mikhail Kisukan et son équipe, et eux ils se sont posé une question, justement que les ornithologues se posaient depuis très longtemps, c'était de savoir si les coucous, en l'occurrence le coucou gris ici, adoptaient plusieurs modes de ponte vis-à-vis d'un Mhm. même hôte parasité. Et ils en ont conclu dans leur étude que c'était effectivement le cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont analysé des pontes de coucou gris chez le rouge-queue à front blanc, donc c'est l'oiseau qui est parasité par le coucou gris, et les scientifiques ont découvert deux modes de ponte, l'une à l'entrée du tronc d'arbre où nichent les rouge-queues, et les coucous se mettaient justement à l'entrée et pondaient directement dans la cavité sans rentrer dedans, et il y avait aussi un autre cas où cette fois-ci les coucous rentraient dans la cavité de l'arbre et pondaient directement leur œuf. Trois quarts des comportements sont justement pour ces oiseaux qui se mettent à l'entrée de la cavité. Le quart dernier, eh bien, c'est pour le second cas, donc les oiseaux qui rentraient directement dans le tronc d'arbre. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, Sophie, c'est qu'il y a, on va dire, une différence de succès entre les deux techniques. Donc ceux qui rentraient dans la cavité avaient un succès reproducteur plus élevé, mais Mhm. aussi un abandon plus élevé du nid de la part des rouges-queues. Et inversement, ceux qui pondaient à l'entrée de la cavité avaient un succès reproducteur plus faible, mais le risque d'abandon était moins important. D'accord. Bon, c'est donnant-donnant, j'ai envie de dire. Hmm, absolument. Ok, bon, on va voir ce qui sera sélectionné sur la suite. Ouais, on verra de quoi on va parler du coucou la semaine prochaine. Aussi. Moi, de mon côté, une petite news. Alors, sur un Kea, on en a parlé déjà des Kea, mais alors, donc Oh, c'est un perroquet, hein, le Kea. Et alors, ce Kea s'appelle Bruce. ok. Oui, parce qu'il a un nom. Oui, oui, on donne des noms aux oiseaux des fois. Et Bah, alors, Bruce, c'est un ils ont mâle bien une dominant. Mais personnalité. ils ont des personnalités. On va continuer sur le sujet. Et donc, Bruce, il a une personnalité très très bien définie. C'est un mâle dominant, donc ça arrive aussi chez les Kea, c'est-à-dire que dans un groupe de Kea, vous allez avoir un mâle qui va être plus ou moins dominant face aux autres, qui va manger en premier, etc., qui va un peu faire la loi en quelque sorte. Et donc Mhm. Bruce, c'est un mâle dominant. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, en fait, Bruce, c'est pas un Kea comme les autres. Parce que Bruce, il lui manque carrément la moitié du bec. Waouh, Alors, ok. ouais. Alors Bruce, c'est un Kea qui avait été ramené donc en captivité parce que justement à cause de ce problème, il lui manque la partie supérieure du bec. Toute cette partie-là a été amputée. Ils savent pas trop pourquoi, mais en gros ils peuvent pas le relâcher dans la nature à cause de ça. Mhm. Et ils l'ont mis en captivité en pensant devoir lui donner plus de soins qu'aux autres oiseaux. Finalement c'est lui en fait qui fait la loi dans la volière. Pourquoi? Parce que la partie inférieure du bec, chez les Kea, c'est la partie qui est un petit peu plus coupante que la partie supérieure. Mhm. Faut imaginer la partie supérieure, elle est assez recourbée, et quand les Kea se battent entre eux pour des histoires de dominance, ils vont donc en fait se cogner tête contre tête plus ou moins, s'envoyer des coups de bec, mais ça va pas faire très très mal parce que le bec étant recourbé, en quelque sorte, à moins vraiment de se mordre et d'avoir quelque chose qui est situé entre les deux parties du bec, qui est effectivement dans ces cas-là assez coupant. Si tu donnes juste un coup de tête, c'est comme si tu te prenais un coup d'un bâton tout arrondi, c'est pas exactement très très grave. En revanche, si c'est Bruce qui te donne un coup de tête, en fait, vu qu'il a que la partie inférieure du bec, ça peut te faire une blessure ouverte très Oh, rapidement. Et du coup, ok. c'est pour ça que Bruce, maintenant, il est devenu un peu le chef de la meute, parce que il est dangereux. Donc, en fait, Incroyable. il faut pas croire, c'est pas parce que vous êtes pas exactement comme les autres que vous pouvez pas être le chef. En tout cas, chez les Kea, ça fonctionne pas comme ça, donc voilà. Bravo à Incroyable. Bruce qui, malgré ses problèmes, a réussi à conserver son tempérament Waouh. et à rester le chef Extraordinaire. de la petite bande. Voilà. Extraordinaire. Bah tiens, on va rester en Qui... Nouvelle-Zélande. J'ai une toute dernière info, toute dernière. Mhm. Chez les kakapos, la nidification bat son plein. Et juste comme anecdote, les ornithologues utilisent en fait le frigo qui est présent comment dire, dans leur bâtisse pour noter le listing de tout ce qui se passe lors de la reproduction. Donc les jeunes qui sont nés, les œufs qui ont été pondus, les jeunes qui sont morts aussi. Et donc tout est immortalisé sur le frigo.
et je trouve ça absolument merveilleux. C'est à la Oh, c'est bonne vieille, mignon. la méthode à l'ancienne, quoi. Voilà. Mais oui, c'est mignon tout plein. 96 pour l'instant le nombre de jeunes Kakapo qui sont nés. 96. Ouais, Ah, 96. Évidemment, ça va sans doute aller en diminuant parce qu'on va avoir des individus qui vont décéder de diverses raisons. Mais mhm. ça reste quand même une bonne saison de reproduction pour le kakapo qui, je le rappelle, n'est pas un oiseau qui nie chaque année. C'est une reproduction biannuelle. Donc c'est d'autant Oui, plus important d'avoir des effectifs importants. exactement. Si tu me permets une dernière news. Mais oui, bien sûr. Alors, ça concerne des œufs aussi, donc on va rester plus ou moins autour du sujet, Oh, mais je ce n'est suis pas... aujourd'hui, c'est incroyable. mais ce n'est pas un œuf d'oiseau. C'est une publication à laquelle j'ai participé et qui a eu pas mal de... Voilà, qui a Bravo. eu quand même quelques retombées et qui explique que les premiers mammifères pondaient des œufs et parce qu'ils ont Hein retrouvé un embryon de mammifère dans un œuf, justement. Ah, je l'ai lu, enfin j'ai vu passer l'étude et je ne l'ai pas lu. Eh ben, tu devrais, parce que à mon grand la regret. superbe reconstitution est de moi. Oh là là, incroyable, bravo Sophie. Voilà. Félicitations. Elle est en open Voilà. access? Elle est en open access, absolument. C'est un plus one. Ok, eh ben fantastique. Félicitations Sophie pour cette publication. Et félicitations, je suppose également à Julien, qui a Et peut-être oui, travaillé évidemment, dessus aussi. c'est lui le premier auteur. Voilà. Bah, félicitations à vous deux du coup. Eh ben c'est comme ça qu'on termine cette rétro avec une bonne nouvelle. On va sans doute en avoir de moins bonnes, Sophie, dans cette première partie, puisque tu vas nous parler de perroquets en Afrique et aussi de trafic. Alors, je pense que tu n'es pas sans savoir que beaucoup de perroquets sont des espèces soit en voie de disparition, soit carrément en voie d'extinction, hein, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple. Et beaucoup de ces espèces sont récupérées pour le marché des animaux de compagnie. Alors on appelle ça des NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Les perroquets en font partie. Et malheureusement, tous ne viennent pas forcément d'un élevage, parce que beaucoup d'animaux dans les NAC sont évidemment issus d'élevage, c'est de la reproduction en captivité, mais il y en a aussi beaucoup qui ne viennent pas d'élevage, qui viennent malheureusement directement de la nature. Et pour la plupart, ces animaux sont donc capturés dans leur environnement naturel, donc à la fois en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Et alors, le problème se pose quand vous voulez acquérir vous-même un perroquet pour chez vous, vous allez à l'animalerie du coin, vous allez chercher sur internet, vous allez quelque part, vous allez trouver un perroquet. Le problème, c'est que vous pouvez pas être sûr à 100% que cet animal y soit effectivement issu de la captivité. C'est ça le problème. Et donc, une équipe de chercheurs et de soigneurs animaliers en Afrique a décidé de se regrouper pour pallier à ce problème, pour essayer de trouver de nouvelles solutions pour identifier les animaux qui ne seraient pas issus de la captivité. Alors à ton avis, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un animal n'est pas issu de la captivité? Il y a déjà 2-3 indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Très simplement, par exemple, une petite idée? Justement, tu parlais de puces, il y a une histoire de bague pour les oiseaux justement qui sont issus d'élevage. Exactement. Alors tu peux déjà regarder la bague de l'animal. Alors généralement, les animaux qui sont issus d'élevage vont avoir ce qu'on appelle une bague fermée, donc c'est-à-dire une bague qui a été mise lorsque l'animal était tout petit, donc on a pu faire rentrer la bague sur la patte qui n'était pas encore finie de grandir en quelque sorte. Donc ça va vous donner une bague qui est rentrée à force avant que l'animal ne soit adulte, donc qui va être beaucoup plus petite que le diamètre de tous les doigts ensemble qui serait nécessaire pour faire passer une bague alors que l'animal est adulte. Donc ça, avoir une bague donc fermée, ça vous dit possiblement que l'animal donc a été bagué quand il était petit. Donc il y a plus de chances que cet animal ait été en captivité alors qu'il était tout jeune, à peine sorti de l'œuf, etc. Sachant que vous n'avez pas une fenêtre de tir très très importante pour baguer un oiseau. Généralement ça se compte en jours, hein, pour baguer un animal, pour arriver à faire passer la bonne taille de bague sur le bon oiseau. Parce qu'il y avait des tailles de bagues différentes aussi, mais on en a parlé d'ailleurs dans un épisode précédent, il me semble. Ben oui, effectivement, pas plus tard que la semaine dernière. Exactement. on reprend les sujets, c'est important. C'est tout un univers chez nous.
Et du coup, ces bagues, donc quand elles sont placées en captivité, on a voilà ce nombre très restreint de jours pour baguer l'animal. À savoir, cela dit, qu'il y a possibilité aussi de faire rentrer des bagues un peu au forceps en quelque sorte sur un oiseau déjà adulte. Avec il y a quelques techniques où tu fais passer un doigt d'abord, puis après tu fais passer le milieu, puis ensuite les derniers. Enfin bref, c'est un peu compliqué, tu manques un peu de dézinguer la patte de ton animal si tu fais ça, mais il y en a qui arrivent à le faire, malheureusement, et qui du coup arrivent à faire rentrer des bagues comme ça sur des oiseaux qui ne devraient pas avoir ce type de bague parce qu'ils ont été bagués trop tard. Mais bon. Mais on peut aussi avoir des oiseaux qui ont été bagués oisillons, justement, et qui sont issus de trafic. Bah c'est bien le problème, c'est que des fois les oiseaux issus de trafic sont récupérés en tant qu'œufs déjà. Et donc vous pouvez tout à fait les faire éclore en captivité, après dire qu'ils sont issus de la captivité, mettre les bagues au bon âge, hein, parce que vous les avez élevés en captivité, effectivement vous avez fait éclore en captivité, même si à la base ils sont pas issus de la captivité. Donc c'est un problème pour les acheteurs après qui, dans ce cas-là bien spécifique, ne pourront pas différencier d'où vient l'oiseau. Et pareil, vous pouvez aussi récupérer des poussins au nid, juste au bon âge, pour leur mettre la bague, etc. Donc vous voyez tout le déroulé, hein, c'est assez simple dans ces cas-là, il y a aussi du trafic qui se fait sur ce truc-là. Et évidemment, il se peut aussi que vous ayez des oiseaux avec une bague qui n'est pas fermée, donc qui a été repliée directement sur la patte de l'oiseau alors qu'il était adulte, et donc dans ces cas-là, il vaut vraiment mieux se méfier si vous voyez ce genre de bague sur un oiseau, hein, c'est tout simple, c'est une bague qui n'est pas scellée en quelque sorte. Vous voyez qu'il y a une ouverture à un endroit, c'est une bague ouverte, ça veut dire que c'est un oiseau qui était adulte quand on l'a bagué. Ça vous met la puce à l'oreille sur ce que on a pu lui faire à cette pauvre bestiole. Ensuite, il y a un deuxième indice qui devrait aussi vous faire un peu tiquer si vous voyez l'animal en captivité. Ça va être son comportement tout simplement. Alors, faut imaginer qu'un animal qui normalement a été élevé en captivité a quand même l'habitude de voir des humains. C'est pas vous le premier humain qui va voir en face, donc normalement il n'a pas de réaction trop disproportionnée par rapport à ça. Donc si vous connaissez un petit peu les comportements des oiseaux, vous allez pouvoir vous rendre compte que normalement un oiseau élevé en captivité a généralement pas trop peur de l'homme. Même s'il a été élevé par les parents, il va quand même avoir une certaine connaissance de nous, de ce qui se passe autour, de l'environnement, de la cage, etc. Donc il va pas être en état de stress permanent. Par contre, un oiseau qui a été capturé dans la nature, qui n'a jamais vu ça, qui connaît pas bien, qui a été balancé là-dedans, qui a pris l'avion pendant des heures pour arriver à un endroit où il aurait pas dû atterrir, enfin bref, il est complètement retourné, il est complètement stressé, il va pas bien, il hurle, enfin bref, il se débat, etc. Donc vous avez des comportements qui sont assez typiques. Le problème, encore une fois, c'est que tous les oiseaux ne montrent pas ce type de comportement. Donc il y a des oiseaux qui vont s'adapter beaucoup plus vite que d'autres, il y a des oiseaux qui vont pas, comme on a dit, il y a des différences comportementales entre les individus, et c'est pas facile. Et même si vous êtes un expert en ornithologie, c'est jamais facile de savoir si un oiseau, juste basé sur le comportement, a été récupéré dans la nature, ou au contraire a été élevé en captivité, parce qu'il y a aussi des animaux en captivité qui, eux, sont pas adaptés à la captivité, tout simplement. Ça peut aussi arriver. Ou qui ont été élevés par les parents et qui ont quasiment jamais vu l'homme, ça peut aussi arriver, c'est rare. On parlait du kakapo. Alors, parenthèse, parce qu'on ne faisait pas du trafic de kakapo, mais pendant très longtemps, l'un des gros soucis qu'on a eu avec le kakapo, c'est justement qu'il ne supportait pas la captivité. Et quand je dis supportait pas la captivité, c'était juste le mettre en cage pour le déplacer. On avait un taux de mortalité qui était énorme, parce qu'on n'arrivait justement pas à transloquer le kakapo d'un endroit à un autre. Et ça a posé un problème fondamental pendant 70 ans. Exactement. Et tu fais bien de le mentionner. Parce que oui, il y a des espèces qui sont comme ça, qui ont beaucoup de mal avec la captivité, c'est comme ça, c'est tout. D'ailleurs, je vous conseille un petit peu de vous renseigner avant de prendre un oiseau en tant qu'animal de compagnie. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, et aussi en fonction de la situation familiale que vous avez, évidemment, vous allez trouver des oiseaux qui sont quand même plus adaptés, en règle générale, même s'il y a des différences chez les individus, il y a quand même en règle générale des types d'animaux, des types d'espèces qui seront plus adaptés à une situation familiale plutôt qu'à une autre, donc renseignez-vous toujours avant de prendre un animal, c'est comme ça que ça marche. Alors, du coup, si on peut pas trop se baser sur la bague, ou du moins pas toujours se baser sur la bague, et qu'en plus on a du mal à se baser sur le comportement de l'oiseau, sur quoi on se base finalement pour savoir si on a affaire à un animal qui est issu du trafic ou un animal qui a été tout à fait légalement élevé en captivité. Évidemment, on prend en compte le fait que dans beaucoup de cas, et dans beaucoup de pays d'Afrique, les permis d'exportation ou d'importation de ces oiseaux-là peuvent tout à fait être trafiqués. Ça se fait très facilement.
J'en ai déjà vu, c'est totalement illégal évidemment, mais c'est tout à fait possible. J'ai vu des animaux issus de trafic, les permis CITES et autres étaient tout à fait en règle, hein. Donc ça se fait, malheureusement. Alors du coup, sur ces oiseaux-là, comment est-ce qu'on fait ? Imaginez, vous êtes un gars de la douane, vous avez reçu une caisse, il y a une 30aine d'oiseaux dedans, vous avez les permis à la main, mais vous voulez vérifier que ces oiseaux, ils sont issus du trafic ou pas. Eh bien, les chercheurs ont récemment trouvé une méthode qui pourrait permettre d'identifier les oiseaux issus de trafic. Et assez simplement, finalement. Alors, comment ils font ? En fait, il s'agit des fientes. Et oui, encore une fois, on va parler de fientes. Voilà. Normalement, dans un oiseau qui a été élevé en captivité, vous n'avez pas le même régime alimentaire qu'un oiseau qui a été élevé dans la nature. Alors tu vas me dire, oui, mais alors le régime alimentaire, si jamais l'oiseau a été capturé il y a 2-3 mois, voire même 2-3 semaines hein, d'ailleurs, il a changé entre deux, et du coup la composition de la fiente, ça a pu être la même. Oui, mais alors là je parle pas de la composition de la fiente au niveau des restes de nourriture, je parle de la composition de la fiente au niveau des restes microbiens et bactériens. C'est-à-dire qu'un animal qui a été élevé en captivité et un animal qui a été élevé dans la nature ne vont pas avoir le même microbiote intestinal. Parce que l'animal élevé dans la nature aura mangé autre chose précédemment, c'est un microbiote différent qui va se développer pour l'aider donc à manger des fruits, quel que soit le régime alimentaire qu'il avait sur place. Ça va changer en fonction des oiseaux, évidemment. Et l'animal qui va manger en captivité va avoir généralement un régime alimentaire qui est plus des trucs préparés, des nourritures toutes prêtes, parfois des antibiotiques, enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer dans le mix qui vont faire que le microbiote d'un animal élevé en captivité va être très différent du microbiote d'un animal qui a été élevé dans la nature. Et ce microbiote, il ne change pas en 2 semaines. Il va falloir un peu de temps. Donc en fait, ce que font les chercheurs, c'est très simple. Ils vont prendre tout simplement un petit peu de fiente sur le fond de la caisse de ces 30 oiseaux qui sont arrivés, et ils vont analyser le type de bactéries que tu vas retrouver dans ce microbiote. Et s'il correspond à ce que tu peux récupérer chez un oiseau qui a mangé pendant sa vie généralement des graines empaquetées, tout ce qu'il y a de plus banal pour oiseaux en captivité, ou bien tout simplement un régime alimentaire peut-être un peu plus varié mais qui reste quand même assez basique pour la captivité, tu vas pouvoir t'assurer que cet animal effectivement a été né en captivité et a été élevé en captivité. Si en revanche le microbiote il ne correspond pas du tout à ça, tu sais que ton animal n'était pas du tout issu de la captivité. C'est la police. Exactement. Et alors, ça marche surprenamment bien, d'après ce qu'ils disent. Ils ont testé évidemment en laboratoire sur plusieurs oiseaux, sur plusieurs espèces, ça marche très très bien. Et maintenant, ils sont en train de proposer cette technique à l'utilisation pour les douanes, justement. Donc directement sur le terrain, parce que c'est une technique qui finalement se fait assez rapidement. Les tests, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour avoir le résultat des tests, donc t'as pas besoin d'immobiliser les oiseaux ou le chargement pendant longtemps, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que tu peux pas mettre en danger la vie du chargement. Mettons que t'as des oiseaux qui se doivent aller d'un endroit à un autre, qui partent par avion ou par bateau ou n'importe, tu peux pas les garder trop longtemps à la douane non plus, c'est pas possible. Donc faut trouver aussi une méthode qui soit capable de tester rapidement pour que justement tes animaux ne souffrent pas. Enfin, pas plus que nécessaire, disons. Parce que les mettre 30 entassés dans une boîte, c'est jamais très agréable. Bon, bref. Donc voilà. Et donc, ils ont trouvé ça. Sophie, j'ai quand même une question. Parce que cette étude, elle est sortie, elle est disponible, on va dire, pour tout le monde. Donc, du coup, qu'est-ce qui empêcherait les trafiquants, justement, de s'adapter à nouveau ? Est-ce que ce serait simple pour eux d'obtenir des résultats qui sont proches d'oiseaux qui ont été trouvés dans la nature ? Non, c'est pas simple, parce qu'il faut déjà leur donner le bon régime alimentaire, mais il faut que ce soit un régime alimentaire qui dure sur un certain temps, sur le temps long. Ton microbiote, il évolue pas comme ça en 2 semaines. Ton microbiote intestinal, il va se développer en fonction de ce que tu as mangé sur des années. Donc tu peux pas le changer comme ça, ou alors faut que tu fasses attendre tes animaux pendant des mois et des mois dans une cage avant de les envoyer. Pour un trafiquant, c'est pas intéressant. Ça fait pas de sous, ça, c'est pas... Le but, c'est de les capturer, de les envoyer tout de suite. Surtout que plus longtemps il reste avec ces animaux en captivité, plus il court le risque de se faire choper. Donc non, c'est pas intéressant pour lui. Ah oui. Il a plus intérêt à les envoyer aussi rapidement que possible, pour être sûr de pas les garder sur place.
ça reste des choses assez illégales quand même. T'es pas censé garder ce genre d'oiseaux avec toi. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement à autre chose que des oiseaux? C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Mais à voir après si on y arrivera. Après, il y a beaucoup d'espèces où on n'a même pas besoin d'appliquer ce raisonnement-là. Le truc type pangolin et autres, de toute façon, on n'est pas censé les exporter. Hmm. Donc, après, le problème, c'est de les trouver dans les chargements, encore une fois, parce que c'est généralement des choses qui sont cachées. Euh, Bon, ça c'est des choses qui vont fonctionner quand tu arrives à trouver les oiseaux dans les chargements et que c'est des chargements qui sont un peu faciles d'accès. Par exemple, on te dit effectivement, je transporte des perroquets. Bon, bah, tu vas vérifier les perroquets. Par contre, si t'as caché tes perroquets au fond d'une valise et que personne n'est au courant qu'ils sont là, bah, de toute façon, tu pourras pas les retrouver, ou difficilement. Hmm. Donc ça va dépendre aussi des situations, j'imagine. Mais en tout cas, pour tout ce qui est papiers illégaux, permis CITES illégaux, etc., de transfert et autres, il y a moyen, dans ces cas-là, de tester, effectivement, ça va forcer les trafiquants à utiliser d'autres méthodes, plutôt que juste faire des faux papiers pour faire voyager des oiseaux. Incroyable. Et cette méthode est déjà en application? Est-ce que toi, tu as eu l'occasion justement d'en discuter avec d'autres personnes en Afrique qui ont découvert cette étude? Ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui en est même pas à ses balbutiements? Alors, c'est une partie de l'équipe était sud-africaine, justement, elle fait partie de SANBI, donc un des organismes avec qui je travaille de temps en temps. Mhm. Et là, ils sont en train de développer un kit exprès pour les autorités sur place en Afrique du Sud, pour les douanes, qui sera distribué aux douanes CITES et autres, qui s'occupent des animaux vivants. Ok. Et ça devrait se faire assez rapidement, on espère dans les prochains mois. Faudra attendre un petit peu, évidemment, ça se fait pas comme ça, mais d'ici les prochains mois, ils espèrent pouvoir donner ça sur tout le territoire sud-africain, aux entrées et aux sorties de l'Afrique du Sud, en tous les cas, et peut-être distribuer ça à d'autres pays d'Afrique. Donc il y a d'autres pays qui faisaient partie de l'étude aussi, qui espèrent bien sûr en profiter également. Ok. Et on peut espérer une extension, on va dire, à l'échelle internationale sur un Bien temps sûr. plus ou moins long, Bien ou sûr, plus ou sur un moins temps plus court. ou moins long, évidemment, sur les pays qui sont concernés, évidemment, par l'import ou l'export de ces animaux-là, Hmm. encore une fois. Ok. Incroyable. Eh ben merci Sophie d'avoir reparlé de Fiante. Il en faut. Il en faut. Bon, on va rester en Afrique, Sophie. On va pas être très loin de l'Afrique du Sud, puisque on va partir au Zimbabwe. C'est parti. Alors Sophie, il y a eu un événement le 14 avril au Zimbabwe. C'était la fête, presque la fête nationale là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah non, vas-y, dis-moi. Ah, alors on parle pas de protection d'animaux. On parle Ah, pas de pas de protection d'animaux? réintroduction. On parle même pas de Ah, restauration d'habitat, Sophie. On va parler c'était d'une pas statue. On va une parler statue. de l'emblème du Zimbabwe qui est présent sur le drapeau du pays. Est-ce que tu visualises bien le drapeau du Zimbabwe? On a une espèce de statue en forme d'oiseau qui est représentée sur ce drapeau. Et bien justement, on va parler de cette statue. Donc c'est une Oh statue oh. qui est présente sur le drapeau du pays. C'est en réalité une statue qui est présente sur énormément de drapeaux du pays. Celui de la capitale Harare, celui de Mhm. l'armée, qu'elle soit terrestre ou aérienne. Elle est présente cette statue sur la monnaie du pays, donc l'or zimbabwéen. Bref, elle est immortalisée partout, partout, sauf pratiquement dans son pays, Sophie. Parce que Ah la bah statue, ou oui. plutôt les statues, avaient été volées par des colons à la fin du 19e siècle. Oui, mais c'était dans la Rhodésie. Bah oui. Exactement, c'était dans la Rhodésie. Alors, cette statue, elle représente quoi? Bah, j'ai dit, elle représente un oiseau. Un oiseau perché sur un rocher. Alors, on ne sait pas trop l'identité de l'oiseau, elle est encore débattue. Ça se joue entre deux espèces de rapaces. D'un côté, le pigargue vocifère, qui est un oiseau magnifique qui ressemble au pigargue à tête blanche, mais qui a un plastron blanc et une couleur de plumage chamois, Mhm. pardon. Et d'un côté, l'aigle battler, ou le battler de la savane, qui est lui aussi un autre rapace, cette fois-ci au bec rouge-orangé, plumage noir avec des épaules gris-beige, et un dos chamois lui aussi. Et à noter que le pigargue vocifère, c'est l'emblème national officiel du Zimbabwe.
C'est quand même Mhm. assez fantastique. Alors, faut savoir qu'on revient sur le battleur de la savane. C'est donc les ancêtres des Shona qui considéraient cet oiseau comme un oiseau de bon augure et même un messager des dieux. Bon, messager des dieux, c'est quelque chose que l'on voit très souvent dans le monde des oiseaux. Ce qui me permet d'introduire les Shona dont les ancêtres ont vécu dans la cité du même nom, dans ce qu'on appelait à l'époque le Grand Zimbabwe, qui regroupait le Mozambique, une partie du Botswana et de l'Afrique du Sud, et qui, selon certaines légendes, aurait été la demeure de la reine de Saba. On est aux alentours du 11e au 15e siècle. C'est une cité qui par la suite a été abandonnée avant d'être redécouverte au 19e siècle par les colons qui, eh bien, parmi leurs trouvailles, ont découvert des oiseaux sculptés. Et j'ai bien dit des oiseaux sculptés, puisqu'il y en a 8. Ce sont des stèles monolithiques faites d'un seul bloc qui étaient fabriquées en stéatite. Alors concernant la cité, les archéologues débattent encore de sa fonction, de son utilité, mais concernant les oiseaux, on sait qu'en 1889, il y a un colon anglais du nom de Willie Posselt qui se rend au Zimbabwe, qui découvre ces fameux oiseaux et qui décide de les retirer de l'hôtel d'où ils sont, puisque c'est un colonialiste et donc bien sûr il fait des trucs de colon. Il décide de braver les interdictions que lui impose un chef de tribu du nom d'Andy Zibi. Mais Willie Posselt, évidemment, ne respecte pas ce qui est dit et donc demande d'éliminer tout homme qui verra pointer son arme vers lui ou vers la personne qui l'accompagnait. Et puis finalement, ça se résout, on va dire, de manière un peu pacifique, puisque Willie décide de payer son dû à la tribu avec divers objets en échange donc des 8 oiseaux desquels il est reparti. Ces oiseaux, ils les revendent à un certain Cecil Rhodes. Tu parlais de la Rhodésie, justement on Eh y oui. vient. Donc Cecil Rhodes, il habite Cape Town en Afrique du Sud à l'époque. C'est un politicien, c'est un mania de l'or et du diamant. Il fonde la British South Africa Company qui veille sur toutes les terres d'Afrique du Sud. La Zambie Mhm. donc. Le Zimbabwe qui s'appelait la Rhodésie parce que, évidemment, Rhodes, c'est pour ça que ça Bah s'appelle oui. comme ça. Le Botswana et l'Afrique du Sud. Et donc les oiseaux, ils sont un peu éparpillés, un peu partout. Et puis on arrive quasiment 100 ans plus tard, on est en 1980, le Zimbabwe obtient son indépendance et l'un des principaux objectifs du pays et de ses politiques, c'est de rapatrier les 8 oiseaux qui leur ont été dérobés. Alors, le Zimbabwe en possède 2 qui sont restés sur site, plus le morceau d'un troisième, parce que en gros, Willie Posselt, dans sa grande incompétence, avait dessoudé l'un de ses oiseaux, donc avait dessoudé le socle d'un des oiseaux parce qu'il le trouvait trop lourd à porter. Et donc, du coup, il a fallu réunir les statues et le socle en question. Donc les premières statues vont revenir assez vite au Zimbabwe, puisque dès 1981, le pays va en récupérer 4 en échange d'une Mhm. collection d'insectes qui est présente donc dans le musée national d'Harare. Donc une collection d'insectes qui est échangée en Afrique du Sud. Et en 2003, le pays parvient à faire rapatrier le fameux socle dessoudé de Willie Posselt d'Allemagne. C'est un socle qui avait déjà connu une réunification avec l'oiseau pour une exposition qui avait été réalisée en 1997 au Musée royal de la Centrafrique. On est en Belgique, à Tervuren pour être précis. Et donc le 14 avril dernier, eh bien le dernier oiseau, il a voyagé, on va dire, assez peu longtemps, puisque lui a traversé l'Afrique du Sud pour se rendre au Zimbabwe. Mhm. Et le dernier oiseau, justement, eh bien, il a retrouvé son pays d'origine, le Zimbabwe. Et ça s'est fait, évidemment, sous les acclamations d'une foule en délire et d'un président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, qui était très content, puisqu'il a parlé carrément du retour d'une icône. C'est dire l'importance de cette statue et de cet oiseau pour les Zimbabwéens. Voilà pour l'histoire de cet oiseau mythique, mythologique, légendaire. Eh ben bravo. Eh oui. Bravo, bravo. On espère qu'ils vont rester cette fois-là. Ah j'espère, ouais, j'espère. Ouais. J'espère, je pense qu'ils vont organiser une grande, une grande cérémonie. On va avoir les 8 oiseaux qui vont être présents sur site, présents dans le musée,
pour la réunification quelque part. Mais c'est une incroyable histoire on va dire, classique colonialiste de l'époque, hein, quoi, avec justement toutes ces pièces de musée qui sont éparpillées dans les musées occidentaux qu'on essaie de faire revenir en Afrique pour comment dire, les exposer à l'endroit où ils étaient en premier lieu, quoi. Oui, exactement. Mais ça soulève beaucoup de controverses d'ailleurs. C'est un Bien sujet sûr. difficile. Bien sûr. C'est un sujet difficile. Ouais, c'est un sujet difficile parce que je suis pas entré dans les détails, mais grosso modo, le dernier oiseau était difficile à obtenir parce que selon une ordonnance anglaise, je crois, de 1910, elle disait justement que certaines pièces, donc c'était certaines pièces justement retrouvées dans ces pays appartenaient à la couronne britannique et devaient demeurer appartenir à la couronne britannique. Donc voilà, c'est effectivement des histoires bien plus complexes que cela. Voler, c'est Oui. facile, mais redonner, c'est plus dur. Oui, On pourrait bon, résumer ça comme ça. Oui, puis après, c'est des traités qui sont vieux. Je veux dire, c'était un usage à l'époque, maintenant c'est un peu plus compliqué. Ouais, totalement. Enfin, bref. Moi, en tout cas, c'est quand même déjà super bien que tous ces oiseaux aient été retrouvés, qu'il n'y en ait pas qui soient partis dans des collections privées et qui soient perdus pour toujours. Donc c'est déjà une très bonne chose, parce que c'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Ouais, Ce genre de choses se passe. Qu'ils soient tous revenus, je vais y arriver, c'est quand même un fait d'armes assez incroyable. Donc bravo. Voilà. Donc si jamais, Sophie, tu te rends au Zimbabwe, peut-être que tu auras l'occasion de visiter le musée et de voir ces fameux oiseaux. Et tu penseras peut-être à photos. Tu penses... J'enverrai des photos. Exactement. Exactement. Hélas. En espérant qu'ils y restent cette fois-ci. Ouais, en espérant qu'ils y restent. Ça fera un bon titre d'épisode, ça. Exactement. Tiens, justement, on va le terminer cet épisode, Sophie. Merci beaucoup d'avoir été présente pour participer à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On rappelle donc ton étude qui sera disponible dans la description avec évidemment toutes les sources que nous avons utilisées pour préparer cette émission. Si cette émission vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à la partager, il vous reste à la commenter si jamais vous avez des questions. Il y a aussi une question de référencement apparemment sur YouTube si on commente, bref. On va pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà, si jamais vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez également pas à aller écouter les précédents épisodes. On a parlé notamment de bagages en début d'émission. On a réalisé un épisode avec Manon Guillain que vous pouvez retrouver, donc c'était l'épisode de la semaine dernière. Ce sera à retrouver dans le fil des épisodes. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.